On regarde cette partie sur les morphismes de groupe. Dans toutes les structures algébriques, hein, il y a toujours plusieurs notions qui sont... Il y a la notion de structure, donc structure de groupe, structure d'anneau, structure d'espace vectoriel, etc. Et il y a une notion de sous-structure, sous-groupe, sous-anneau, sous-espace vectoriel. Ensuite, il y a toujours une notion de morphisme. Morphisme de groupe, morphisme d'anneau. Et les morphismes d'espace vectoriel, c'est ce qu'on a appelé les applications linéaires. Et il y a ça aussi en analyse, hein, les morphismes d'espace topologique, ça s'appelle des applications continues. Donc les applications qui vont d'un ensemble qui a une certaine structure dans un ensemble qui a la même structure, on veut qu'ils conservent cette structure. Alors ici, qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Un groupe, c'est défini simplement avec une loi de multiplication. Donc conserver la structure, ça veut juste dire conserver la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire conserver la multiplication? Enfin, l'opération, si c'est noté multiplicativement. Donc, bien sûr, il ne faut pas oublier non plus que un morphisme de groupe, c'est une application qui va d'un groupe dans un groupe. Okay, de même qu'une application linéaire, ça va d'un espace vectoriel dans un espace vectoriel. Si ça ne va pas d'un espace vectoriel dans un espace vectoriel, l'application peut avoir les propriétés qu'elle veut, ça ne sera jamais une application linéaire. De la même façon, un morphisme de groupe, il faut qu'il aille d'un groupe dans un groupe. Et ensuite, il faut qu'il ait cette propriété. La propriété, c'est la suivante. Il faut que quel que soit xy appartiennant à g, phi du produit, ça soit égal au produit des phi. Alors bien sûr, comme dans le cas des espaces vectoriels, quand l'ensemble d'arrivée est égal à l'ensemble de départ, on parle d'endomorphisme. Si l'application phi elle est bijective, on parle d'isomorphisme. Si elle est à la fois une bijection et un endomorphisme, on parle d'automorphisme. Alors ici, il y a plein de possibilités. C'est possible que le groupe G il soit noté additivement et que le groupe H soit noté multiplicativement. Alors à ce moment-là, la condition pour que ce soit un morphisme de groupe, elle devient comme ça, quel que soit xy appartient à G, phi de x plus y, puisque là, entre x et y, eux, ce sont des éléments de G. Donc, entre x et y est définie seulement une addition, parce que G serait noté additivement, égale phi de x fois phi de y, et ici, c'est la multiplication dans H, parce que H est noté multiplicativement. Mais c'est aussi possible que ça soit G qui soit noté multiplicativement et H qui soit noté additivement. Auquel cas, on aurait une formule comme ça, phi de xy égale phi de x plus phi de y. Et c'est possible aussi que les deux soient notés additivement, que G et H soient tous les deux notés additivement, auquel cas la formule, elle est comme ça. Cette formule, c'est celle qui ressemble un petit peu aux propriétés des applications linéaires. Les applications linéaires, ce sont des morphismes de groupe où le groupe sous-jacent, c'est le groupe, c'est un espace vectoriel, et l'espace vectoriel, c'est toujours un groupe pour l'addition des vecteurs. Et donc, c'est plutôt une formule comme ça qu'on aurait pour les espaces vectoriels. Nous, bien sûr, on s'intéressera très souvent plutôt à des groupes notés multiplicativement. Mais si les groupes sont notés additivement, si les deux sont notés additivement, c'est plutôt cette formule qu'il faut retenir. Alors, de la même façon que pour les espaces vectoriels, hein, quand on a un morphisme de groupe, on peut définir ce qu'on appelle son noyau. Le noyau, c'est l'image réciproque de l'élément neutre. Alors, si le groupe est noté additivement, c'est l'image réciproque de 0. Si le groupe est noté multiplicativement, c'est l'image réciproque de 1. Donc, c'est pour ça que c'est très important ici de savoir si nos groupes ils sont notés additivement ou multiplicativement. Donc c'est l'image réciproque. Donc ce qui compte, c'est est-ce que le groupe d'arrivée est noté additivement ou multiplicativement. Est-ce que H est noté multiplicativement, auquel cas on met ici 1. Si H est noté additivement, il faudrait ici mettre 0, comme vous avez l'habitude dans les espaces vectoriels. Donc c'est l'ensemble des éléments de l'ensemble de départ dont l'image est égale à l'élément neutre de l'ensemble d'arrivée. Ok, ça peut être
1, ça peut être 0, ça peut être la matrice identité, ça peut être l'application identité. Ça dépend de H. Et l'image, c'est très simple, c'est tout simplement tous les phi de G où G appartient à G. Donc on voit ces deux ensembles, ici cet ensemble qui est défini par propriété et cet ensemble qui est défini par des paramètres. On a une propriété en 4 points qui est voilà, toutes les propriétés à retenir à propos des morphismes de groupe. La première propriété, c'est que si on a un morphisme de groupe, ça respecte les puissances, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à g et n une puissance qui peut être éventuellement négative, phi de x puissance n, c'est phi de x à la puissance n. Alors, commençons par démontrer cette propriété. Donc, on considère des groupes G et H, notés multiplicativement, et phi un morphisme de G dans H. Donc, pour démontrer cette propriété, on va d'abord la démontrer pour tous les n qui appartiennent à grand N. Et ça, on va le démontrer par récurrence. Donc, il faut commencer par le démontrer, cette formule, pour n égale à 0. Bien sûr, on a commencé par fixer un x. On a écrit soit x appartient à g pour le quel que soit x qui appartient à g. Mais là, on n'écrit pas directement soit n appartient à z, puisqu'il y a une partie qu'on va faire par récurrence, la partie où n appartient à grand N. Donc on démontre par récurrence sur n cette formule-là, pour les entiers positifs. On commence par montrer pour n égale à 0. Pour n égale à 0, il s'agit de montrer que phi de 1 égale 1, puisque ici, si n égale à 0, x puissance 0, et ça fait 1, et là, c'est phi de x à la puissance 0, ça fait 1. Donc il faut montrer que phi de 1 égale 1. Pour montrer que phi de 1 égale 1, on écrit que phi de 1, c'est phi de 1 fois 1, parce que 1 fois 1, ça fait 1. Et donc, la propriété d'être un morphisme, ça dit que pour n'importe quel élément, la définition d'un morphisme, c'est dire que phi de xy, c'est toujours égal à phi de x fois phi de y. On applique ça avec x égale à 1 et y égale à 1, en fait. Donc, on obtient cette formule-là, que phi de 1, c'est égal à phi de 1 fois phi de 1. Ensuite, comme on est dans un groupe, phi de 1, je ne sais peut-être pas ce que c'est, mais je sais que je peux simplifier par phi de 1, en particulier parce qu'il existe l'inverse de phi de 1. Et de ça, une fois que j'ai simplifié par phi de 1, ben ici il reste seulement 1, et j'en déduis que 1 égale phi de 1, c'est-à-dire que phi de 1 égale 1. Maintenant, je fais l'hérédité, je considère soit un entier naturel n, je suppose qu'on a la formule au rang n, et je vais essayer de démontrer la formule au rang n plus 1. Pour démontrer la formule au rang n plus 1, je calcule phi de x puissance n plus 1, c'est phi de x puissance n fois x. Puisque phi c'est un morphisme de groupe, phi du produit c'est le produit des phi, donc c'est phi du premier terme ici, multiplié par phi du deuxième terme. Maintenant, phi de x puissance n c'est égal à phi de x le tout à la puissance n, ça c'est l'hypothèse de là, c'est l'hypothèse de récurrence qu'on vient d'écrire en dessus, et ça c'est la définition de la puissance n plus 1. Donc, on n'a eu aucun mal à démontrer cette formule par récurrence. Donc, on a pour l'instant démontré ça pour tous les entiers positifs. Maintenant, je vais considérer un entier négatif pour voir si cette formule est encore vraie pour les entiers négatifs. À ce moment-là, elle sera vraie pour tous les entiers. Donc, on prend un entier qui est dans Z mais pas dans N. À ce moment-là, son opposé est dans N. Et donc, puisque son opposé est dans N, d'après ce qu'on vient de démontrer, on aura phi de x puissance moins n égale phi de x puissance moins n. Ici, ce moins, parce que ce moins n, c'est un nombre positif. Donc, on regarde 1 égale phi de 1. Ça, c'est le fait que 1, ça soit égal à phi de 1, c'est ce qu'on a démontré dans cette partie-là. Mais ensuite, on utilise que 1, c'est x puissance n fois x puissance n moins 1. Comme c'est un morphisme de groupe, on peut distribuer le phi. Et ensuite, on fait passer cette partie-là, on la fait passer de l'autre côté pour avoir cette partie-là qu'on fait passer de l'autre côté pour avoir phi de x puissance n égale l'inverse de ça. L'inverse de ça. Mais ça, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est égal à ça. Phi de x puissance moins n, c'est égal à phi de x le tout à la puissance moins n.
Et ici, la formule sur les puissances dit qu'on doit multiplier ces deux puissances, ce qui fait que ça fait phi de x à la puissance n. Deuxième point, quel que soit G1 un sous-groupe de G et H1 un sous-groupe de H, l'image d'un sous-groupe et l'image réciproque d'un sous-groupe, ce sont des sous-groupes. Commençons par montrer que l'image d'un sous-groupe, c'est un sous-groupe. Donc on prend G1 qui est un sous-groupe de G et on va montrer que son image, on rappelle qu'elle est définie de la façon suivante, c'est un sous-groupe de H. Donc on va procéder en deux étapes. Première étape, on va montrer que ça contient l'élément neutre, que 1 est dedans. Donc on a un ensemble défini par des paramètres. Pour montrer que 1 est dedans, il faut que j'écrive 1 égale phi de quelque chose avec le quelque chose appartient à G1. Mais 1 c'est égal à phi de 1. Ok, ça c'est ce qu'on a démontré ici. 1 égale phi de 1, on va l'utiliser très souvent. Hein. Et donc c'est bien phi de quelque chose qui appartient à G1. Pourquoi 1 appartient à G1? Parce qu'on a supposé que G1 c'était un sous-groupe de G. Ok, maintenant je prends deux éléments, soit x, y, et je vais m'intéresser à xy-1 et montrer que xy-1 il appartient encore à phi de G1. Donc cet ensemble est défini par des paramètres. Le schéma d'utilisation du fait que ça appartient à un ensemble défini par des paramètres, c'est simplement d'écrire il existe. On écrit il existe, les paramètres x1 et y1, c'est les paramètres, ils appartiennent à G1. X il est phi de x1, y il est phi de y1. Ensuite je calcule x, y-1, ça fait ça. Je peux remettre les trucs à l'intérieur. On peut faire étape par étape, mais après on pourra faire les deux en même temps. D'abord le puissance moins 1 il rentre dedans, puisque ça c'est la propriété. N'importe quelle puissance quand on a un morphisme peut soit sortir, soit rentrer à l'intérieur du phi de quelque chose. Voilà, c'est la petite puissance, parce que phi c'est un morphisme de groupe. La puissance moins 1 elle vient à l'intérieur. Phi d'un produit c'est produit des phi, c'est la définition d'un morphisme de groupe. Donc on obtient bien que c'est phi de quelque chose, et ce quelque chose x1, y1 à la puissance moins 1, il appartient bien à G1, car G1 c'est un sous-groupe de G. D'une façon complètement similaire, on peut montrer que H1, si H1 est un sous-groupe de H, alors son image réciproque, donc là c'est similaire, sauf que ici cet ensemble est défini par une propriété et pas par des paramètres. Alors plus intéressant, c'est la propriété numéro 3, c'est la propriété qu'on connaît bien pour les applications linéaires, mais elle est vraie en fait pour tous les morphismes de groupe, c'est que si le noyau est réduit à l'élément neutre, si le noyau ne contient qu'un élément, que c'est l'élément neutre, alors 1 en notation multiplicative, mais ce serait 0 si on était en notation additive, si et seulement si le morphisme est injectif. Alors donc, pour démontrer ça, la partie évidente, c'est que si c'est injectif, alors le noyau est réduit à 1. Si on suppose que phi est injectif, on prend un élément qui est dans le noyau, et bien on a phi de x égale à 1, mais 1 c'est phi de 1, et comme c'est injectif, on peut simplifier les phi et obtenir x égale à 1. Donc le noyau ne contient que l'élément neutre. Réciproquement, ça qui est intéressant, on suppose que le noyau ne contient que l'élément neutre. On va montrer que phi est injectif. Pour montrer que phi est injectif, il faut montrer que quel que soit xy, phi de x égale phi de y implique que x égale à y. Donc on écrit soit xy appartient à g, on suppose que phi de x égale phi de y, et on doit essayer de montrer que x égale à y. Donc de cette partie-là, on va faire passer le phi de y de l'autre côté. Ça fait phi de x, phi de y à la puissance moins 1. On a déjà vu que quand on avait un morphisme, la puissance moins 1 va rentrer. Tout ça, ça va rentrer. On obtiendra phi de xy puissance moins 1 égale 1. Donc, l'élément qui est à l'intérieur, il appartient au noyau parce que phi de cet élément, ça fait 1. Et comme le noyau, il contient que 1, donc cet élément-là égale à 1. Et ensuite, on peut refaire passer le y de l'autre côté pour obtenir xy, x égale à y. Si on était en notation additive, on obtiendrait ici phi de x moins phi de y égale à 0. Et on en déduirait que phi de x moins y égale à 0, que x moins y est dans le noyau, x moins y est dans le noyau, donc x moins y égale à 0, donc x égale à y. On voit que c'est exactement le même raisonnement.
Donc, on va regarder rapidement le point numéro 4. Le point numéro 4, il dit que si phi est un isomorphisme, c'est-à-dire que isomorphisme, ça veut dire que c'est un morphisme qui est bijectif. Si phi c'est un isomorphisme, donc il a une application réciproque, cette application réciproque, c'est aussi un morphisme. Donc c'est aussi un isomorphisme. Bien sûr, si on a une application réciproque, l'application réciproque, elle est aussi bijective. Mais là, ce qu'on dit, c'est que l'application réciproque, c'est aussi un morphisme. Donc, c'est le point numéro 4. On suppose que phi c'est un isomorphisme. On va montrer que phi-1 est un morphisme. Donc, pour montrer que phi-1 est un morphisme, il faut calculer phi-1 de xy et montrer que ça fait phi-1 de x multiplié par phi-1 de y. On prend deux éléments qui appartiennent à h, du coup là l'ensemble d'arrivée, puisque c'est l'ensemble de départ de phi-1, c'est l'ensemble d'arrivée de phi. On calcule phi de tout ce truc. Alors phi de tout ce truc, phi-1 de x, phi-1 de x, ça c'est un élément de g, et ça c'est aussi un élément de g, donc comme phi c'est un morphisme, ça fait ce qu'on a écrit ici, et donc ça fait xy. Et maintenant on n'a plus qu'à faire passer de l'autre côté ce phi ici, ou à composer par phi-1 de part et d'autre de cette égalité pour obtenir que phi-1 de x, phi-1 de y égale phi-1 de xy. Si on le remet juste en disant que a égale b, c'est pareil que b égale a, on obtient exactement ce qu'on voulait. Donc voilà pour ce théorème, ses propriétés sur les morphismes de groupe. On verra dans la prochaine vidéo un certain nombre d'exemples et d'exercices portant sur cette notion.